aujourd'hui, pour ce nouveau café de l'INAS, nous accueillons une invitée venue d'Australie, Jessica Colleux-Terradas, pour parler d'éducation fondée sur des données probantes, d'enseignement explicite et de coaching. Jessica, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Comment une Française se retrouve finalement en Australie? Merci beaucoup et merci de m'avoir avec vous aujourd'hui. Avec plaisir. Mon parcours a commencé donc en France et en fait, je faisais un master en recherche comparative en anthropologie, histoire et sociologie. Et donc, je faisais mon terrain de recherche en Australie sur la culture aborigène. Donc, je me suis retrouvée dans une communauté aborigène à 150 km d'Alice Springs, en plein centre du désert australien. Et j'ai fait face aux discriminations auxquelles font face en fait les communautés aborigènes et surtout les enfants aborigènes dans les écoles. J'étais partie sur la base du volontariat en même temps que de faire mon terrain. Et donc, en fait, en revenant en France, j'ai soutenu ma thèse de master, mais en fait, je suis retournée en Australie avec l'ambition de m'inscrire, de me réinscrire à l'université pour commencer un diplôme de professeur. Donc, j'ai une formation d'enseignante en collège-lycée pour les élèves en difficulté. Donc, et j'ai continué avec un master d'éducation en éducation spécialisée pour travailler avec les enfants en difficulté d'apprentissage, et notamment ceux qui ont des difficultés avec l'apprentissage de la lecture et des mathématiques. Et donc, l'enjeu pour moi, c'était vraiment d'apporter ou d'influencer de manière positive la vie des jeunes et leur ouvrir des portes et des opportunités que je considérais qui n'étaient pas là a priori. Ok, c'est un parcours très intéressant. Et alors aujourd'hui, tu nous rends visite dans le cadre d'une bourse, Oui. Winston Churchill Fellowship. Oui. En quoi ça consiste ? Donc, en fait, c'est une bourse décernée par la fondation Winston Churchill, donc du politicien britannique Royaume-Uni à la base. Et en fait, c'est une bourse qui est financée et qui est attribuée à 100 Australiens par an. Et en fait, chaque participant ou chaque boursier choisit un sujet de son choix dans lequel il est très motivé, très engagé et passionné. Et en fait, le but, c'est de nous donner l'opportunité d'aller investiguer un projet qui nous tient à cœur à l'étranger pour regarder les meilleures pratiques qui se font à l'international et de ramener les compétences à un niveau local pour avoir un transfert de compétences dans un contexte australien, avec des recommandations et un rapport à fournir à la sortie pour pouvoir faire bouger les choses et puis voir à l'étranger ce qui se passe, prendre le meilleur et le ramener à l'Australie. D'accord. Et toi, ton projet, alors, dans ce cadre-là, il porte sur quoi ? Alors, mon projet, merci de demander, mon projet consiste justement à investiguer les évaluations, soit nationales ou au niveau des écoles, en général des évaluations nationales du langage et de l'identification des élèves qui pourraient être en difficulté, des élèves en difficulté qui sont susceptibles de développer des problèmes d'apprentissage de la lecture. Donc l'identification au niveau de la lecture, en fait, vraiment, et les interventions qui peuvent être mises en place par l'enseignant pour remédier aux difficultés d'apprentissage de l'élève dans le domaine de la lecture, mais en particulier pour les élèves qui sont arrivés au-delà du CE1, CE2, dans les années primaires supérieures, on va dire, voire même au collège, qui sont encore en difficulté à ne pas pouvoir accéder à un curriculum ou un programme scolaire de par leur difficulté à ne pas pouvoir déchiffrer peut-être ou à comprendre ce qu'ils lisent. Tout à fait. Donc, c'est un enjeu vraiment important que tu travailles dans le cadre de cette bourse. Et tu as choisi de déposer tes valises quelques jours à Mons pour parler avec notre équipe et échanger autour de nos travaux sur l'enseignement explicite. Est-ce que tu pourrais nous présenter brièvement cette approche pédagogique et pourquoi finalement tu t'y intéresses ? Alors, il y a beaucoup de recherches qui sont faites justement sur l'enseignement explicite, explicit instruction, donc en Australie, et beaucoup de recherches portent vers cette voie-là comme étant la manière d'enseigner ou l'encadrement pédagogique qui permet d'avoir le plus d'impact sur l'apprentissage ou les compétences des élèves. Donc, en fait, si l'élève est novice dans son apprentissage, le mieux, c'est d'opter pour une approche explicite. Donc, il y a plusieurs clés d'apprentissage, on va dire, je vais peut-être en nommer 5. Il y a le feedback, il faut pouvoir donner un retour aux élèves immédiat. Dans la leçon, en fait, Dylan Williams dirait que toutes les 2 minutes, il faut donner un retour sur l'élève de manière à ce qu'il ne développe pas des misconceptions ou des erreurs. Le deuxième, ça serait que le plus important, d'ailleurs, j'aurais dû le citer en premier, c'est le I do, we do, you do. Donc, c'est-à-dire que l'enseignant démontre la tâche en premier
Et après, donc ça, c'est la phase I do. Après, il y a la phase we do, où l'enseignant va pratiquer la tâche ou mettre en application avec les élèves, la participation des élèves, pratiquer avec les élèves en groupe, donc avec la classe, tous ensemble, et de manière à ce que l'élève devienne plus autonome dans l'application de la tâche et puisse réussir à compléter la tâche de manière indépendante, c'est-à-dire le you do. D'accord. Il y a d'autres clés, donc par exemple, je regarde simplement mes notes, la participation active et l'engagement des élèves. Donc souvent, il y a une interaction qui est très régulière entre l'élève et l'enseignant. L'enseignant pose beaucoup de questions pour vérifier la compréhension de l'élève, savoir s'il a bien appris, c'est-à-dire poser différents types de questions. Et il y a plusieurs médiums, c'est-à-dire qu'on peut utiliser, par exemple, des mini-tableaux blancs ou des ardoises blanches quand on pose une question et tous les élèves répondent en même temps, de manière individuelle, mais en même temps, et l'enseignant peut vérifier si l'élève a bien compris. On peut simplement aussi appeler par hasard les élèves en utilisant des petits pop-sticks, donc des petits bâtonnets en bois, ou alors utiliser un jeu de cartes avec le nom des élèves, de manière à ce que l'élève soit constamment à l'affût. C'est-à-dire qu'il ne s'attend pas à la question, ça veut dire qu'il va être plus switch on, c'est-à-dire qu'il va pouvoir... il sera plus à l'écoute, en fait, parce qu'il ne sait pas quand la question va tomber, si ça va tomber sur lui ou son voisin. Donc, ça permet qu'il évite pas la question non plus. Donc, il y a vraiment une forte participation qui est attendue. Il y a également deux autres points, c'est-à-dire qu'il faut mettre en place un apprentissage qui soit une séquence logique, qui commence du plus simple au plus compliqué, en construisant sur les acquis. Et l'autre, c'est le découpage de l'apprentissage en petites unités et en unités d'une tâche, en fait, qui soit ni trop difficile, sinon l'élève va abandonner, il va être désespéré, ou alors une tâche qui soit trop facile, c'est-à-dire que là, l'élève va s'ennuyer et donc il va plus apprendre. Et donc, on va perdre cet engagement. Tout à fait. Et ce qui est intéressant dans ce que tu présentes, c'est que là, on a vraiment des exemples de stratégies concrètes qu'on peut mettre en place en classe. Et ces stratégies, elles sont fondées sur la recherche. Donc, j'imagine que c'est aussi pour ça que tu investigues beaucoup cette pédagogie. Oui, il y a beaucoup de recherches. Je sais que tu as fait beaucoup de travaux aussi avec ta thèse sur Rosenshine, les travaux de Rosenshine sur l'enseignement explicite. Il y a Siegfried Egerman avec Direct Instruction, Ibarra, Hollingworth. Il y a beaucoup de recherches basées justement sur des expérimentations qui permettent de façon scientifique de prouver que cette technique a plus d'avantages et a plus d'impact sur l'apprentissage de l'élève qu'une autre. Tout à fait. Alors, dans le cadre de ton parcours, tu as aussi fait beaucoup de coaching dans des classes, dans les écoles. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste et quels sont les intérêts de cette activité de formation finalement pour les enseignants ? Alors vraiment, le coaching, c'est un accompagnement individuel soutenu de l'enseignant. C'est vraiment pour rendre, le but ultime pour moi, dans ma vision de voir le coaching, c'est vraiment de rendre l'enseignement plus efficace. C'est-à-dire de travailler en collaboration, en partenariat avec l'enseignant, de manière à optimiser ses performances, de manière à justement maximiser les performances de l'élève, en fait. En lui présentant une boîte à outils avec des enseignements issus des données scientifiques, comme une boîte à outils en fonction de l'objectif qui s'est donné. Je vais lui fournir un menu ou une boîte à outils et je vais démontrer l'application de cette approche pédagogique. Donc, dans le coaching, il y a plusieurs étapes. Souvent, je fais une audit, c'est-à-dire une évaluation. Ce n'est pas vraiment une évaluation parce que j'arrive en tant qu'intervenant extérieur dans les écoles. Donc, je n'ai pas du tout de relation d'autorité. C'est vraiment une collaboration avec l'enseignant. Donc, il y a vraiment une relation de confiance à construire qui est vraiment indispensable de manière à avoir, un impact avec le coaching. Après, une fois que je sais à peu près le style d'enseignement, disons, ou les techniques que l'enseignant utilise, et je vois la classe, la réaction des élèves, le comportement, je regarde les résultats scolaires aussi, là, on détermine un objectif de manière à optimiser les compétences des élèves. Et après ça, je démontre souvent donc l'approche ou la stratégie ou la technique qu'on a optée, pour laquelle on a choisi de se concentrer dessus. Et après, je vais souvent demander à l'enseignant de se filmer.
Donc une fois qu'il m'a observé, il va pouvoir mettre en pratique donc, la technique. Il va souvent se filmer, me l'envoyer. Et donc on peut réfléchir, disons on peut amener une réflexion et une prise de conscience sur la manière dont l'enseignant utilise cette technique et l'impact que ça a eu sur les élèves en fait. Donc il peut simplement apporter une réflexion de son côté, moi de la mienne, et après on se retrouve et on fait souvent un débriefing où là je vais apporter mon feedback, mon retour et guider l'enseignant vraiment pour perfectionner sa technique de manière à ce qu'elle devienne automatique. Et en général, on fait une pré- et post-observation pour voir justement si la technique a évolué et si justement il s'est perfectionné dans l'application de cette technique et voir vraiment s'il y a eu un impact sur les élèves. Donc souvent, on demande aussi aux élèves ce qu'ils ont appris ou comment ils ont perçu cette approche de manière à avoir un retour de la part de l'élève, de l'enseignant et de moi, par exemple. Donc c'est vraiment un travail finalement au plus près de la pratique réelle de l'enseignant dans sa classe. Et ce qui est aussi très intéressant dans ce que tu nous racontes, c'est que finalement les étapes, donc en français on dit le modelage, la pratique guidée et la pratique autonome. En anglais on va dire I do, we do, you do. C'est que finalement ces étapes tu les appliques aussi toi-même finalement dans ton coaching, notamment, et ça c'est peu courant chez nous, en montrant à l'enseignant, donc en démontrant toi-même la stratégie, donc en prenant sa place finalement avec son accord bien sûr dans sa classe pour lui montrer comment il pourrait faire certaines choses différemment. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet-là? Oui, et le fait aussi de démontrer, en fait, souvent c'est un tipping point, c'est-à-dire que l'enseignant au départ, peut-être il va être un peu réfractaire. Déjà, à l'idée de se filmer, c'est une étape. On n'aime pas se voir en vidéo. Ouais. Et puis, le fait de réfléchir sur ces pratiques, ils n'ont pas forcément le temps, déjà, dans les conditions de travail d'un enseignant. Il y a quand même beaucoup de choses à faire. Et aussi, de pouvoir utiliser leurs élèves. C'est-à-dire qu'au lieu... Des fois, j'ai des profs qui vont me dire « Ah non, mais moi, ça ne marchera pas avec mes élèves. Alors que là, en gros, je saute le pas, j'emprunte leurs élèves et je démontre la technique. Et donc, il vaut mieux que ça marche. En général, ça marche. Mais bon, je n'ai pas forcément construit un rapport où je n'ai pas forcément développé une relation avec les élèves. Je ne les connais pas. Et donc, de voir que moi, je peux avoir un impact sur leurs élèves sans avoir cette relation, mais simplement en utilisant une technique d'apprentissage qui va justement obtenir le meilleur des élèves, l'enseignant est plus à même à emprunter ou à être convaincu justement par le bien fondé de cette technique, en fait. Et ça, c'est vraiment très important. Et le fait aussi de leur raccorder ce temps de réflexion qu'ils n'ont pas forcément et d'avoir quelqu'un avec qui, justement, balancer ses idées. Enfin, c'est pas balancer, hein, je pense en anglais, là. C'est de pouvoir échanger, avoir un échange du tac au tac avec un retour immédiat, en fait, et puis de construire la leçon ensemble. Oui, c'est très intéressant et c'est vraiment aussi un peu de la co-construction finalement entre le coach et l'enseignant qui construisent des choses ensemble pour améliorer la pratique et in fine les résultats des élèves. Oui, tout à fait. Oui. Et ça peut se faire en école primaire, dans le secondaire. Moi, j'ai travaillé à tous les niveaux. Donc, c'est vraiment une technique qui marche à partir du moment où l'enseignant est motivé et qu'il y a une relation de confiance avec le coach. Ça, c'est très important. Et ce qui est vraiment intéressant, donc, c'est que, donc, comme tu l'as montré, on utilise finalement les étapes de l'enseignement explicite, donc le I do, we do, you do, pour former à l'enseignement explicite les enseignants. Donc il y a une cohérence finalement entre l'approche pédagogique qu'on leur propose et ce qu'on fait nous-mêmes en tant que coach. C'est assez intéressant et c'est ce que proposait d'ailleurs Rosenshine dès 87 dans un de ses textes qui parlait de finalement la formation des enseignants. Pour l'améliorer, on pourrait la rendre elle-même explicite finalement. Donc je trouve que c'est assez intéressant dans ce que tu nous proposes aujourd'hui. On retrouve bien cette invitation finalement de Rosenshine. Donc je tiens à te remercier vivement pour ta participation à ce Café de l'INAS, Jessica, et merci beaucoup. Merci beaucoup, merci de m'avoir invitée.